Elle retourne, comme ça risque d'être très clair. Alors la semaine dernière, on l'évoquait d'ailleurs avec vous Christophe, les Yabon Awards, là une remise de prix pour dénoncer le racisme, un débat sur les statistiques ethniques avec Yacine Zabek que nous avons reçu ici, mais ça fait bien longtemps Emmanuel que la France se débat avec les statistiques ethniques et cherche à classer ceux qui viennent de l'étranger. Exactement, oui. Il faut remonter en fait au XVIIIe siècle au moins pour se poser la question par exemple du classement de couleur de peau. Il a servi à justifier l'esclavage aux Antilles en particulier. C'est à ce moment-là, il y a environ 250 ans, donc avant la Révolution française, que se mettent en place des théories supposées scientifiques, parce qu'à l'époque on pense que ce sont des scientifiques qui partent du postulat que les êtres les plus doués, les plus intelligents ont la peau la plus blanche. Et donc il y a en particulier un certain avocat créole de la Martinique qui s'appelle Moreau de Saint-Méry, qui imagine ainsi que l'homme est supposé composé de 128 parties, toutes blanches pour les plus pures et toutes noires pour les noirs sans mélange. Donc, et entre les deux, évidemment, entre ce trait blanc et ce trait noir, il y a une floraison de noms qui sont supposés hiérarchiser la couleur de la peau. Et certains nous sont encore connus. Alors évidemment, on connaît mulâtre ou métis, mais encore d'autres ont été oubliés depuis, griffe, marabout ou mamelouko. Et dans ce même XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française, qui va d'ailleurs temporairement supprimer l'esclavage, qui sera rétabli quelques années plus tard par Napoléon, à Haïti, on invente des dizaines d'expressions pour classer les personnes selon la teinte de leur peau. Et on en profite pour offrir aux esclaves à la peau la plus blanche les tâches de domesticité, donc de proximité auprès du maître. Évidemment, quand ce sont des femmes, elles participent à la maison. Elles sont attachées à la maison et quelquefois attachées directement comme maîtresse au maître de maison. Et tandis que les hommes et les femmes à la peau la plus sombre, qui sont donc réputés les plus robustes selon ces théories de l'époque, eh bien, on les envoie évidemment dans les plantations. Alors, rappelons que tout ça a changé, et que là, en l'occurrence, vous nous racontez quelque chose qui se passe aux Antilles et pas en métropole. Mais non, simplement en métropole à la même époque, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, il y a très peu de personnes à la peau noire qui viennent en métropole. Alors, il faut quand même remarquer qu'il y a environ 3500 à 4500 personnes à la peau noire qui, d'après les travaux des historiens aujourd'hui, se trouvent sur le territoire métropolitain, surtout dans les grandes villes négrières, évidemment, à Nantes, à Marseille, à Bordeaux ou ailleurs, mais également à la Cour de France, puisque à la Cour de France, ça fait partie des sortes d'amusements de la Cour que d'avoir des pages. En particulier, il y en a un qui est resté très célèbre. Le petit nègre Zamore. Zamore, il a généralement son portrait, c'est le page de Madame du Barry. Et alors il est à la fois promu, évidemment, on l'habille à l'européenne, à la mode de l'époque, mais il est aussi humilié dans cette cour. C'est comme un animal. Voilà, c'est un peu une sorte de singe savant quelquefois. Et est-ce qu'il y a déjà une espèce de première génération de fils ou de filles illégitimes des planteurs qui ont été reconnus exceptionnellement par leur... Évidemment, il y en a, surtout, par les parents biologiques blancs, aux Antilles, et quelquefois, il y en a aussi, les amènent très peu, évidemment, étant donné qu'ils sont très peu nombreux sur le territoire métropolitain. Alors, évidemment, la question de mélange de couleurs ne sera pas réglée par cette question de l'abolition de l'esclavage en 1848, au milieu du 19e siècle. Et en même temps, et c'est là où c'est intéressant, il y a d'autres classements qui vont se superposer à ce premier classement, parce que en même temps qu'on va abandonner l'esclavage en 1848, on va commencer l'aventure coloniale. Et donc, il y aura un autre type de classement qui va se mettre en place. Là, c'est pas à partir de la couleur de la peau, mais simplement, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qu'on conquiert, dont on conquiert les territoires. Alors d'abord l'Algérie en 1830, puis ensuite l'Indochine, le Tonkin, l'Afrique noire. Qu'est-ce qu'on va en faire quand est-ce qu'ils participent à la même communauté? Est-ce qu'ils sont classés comme des Français, comme les autres? Et ça va être la grande question de la fin du 19e siècle. Alors ça, c'est vrai pour donc la France qui a des rois, la France qui a des empereurs. Est-ce que c'est vrai pour la France républicaine? Et oui, malheureusement, il faut le reconnaître. C'est aussi vrai pour la France républicaine, parce que classer, ça nécessite de l'imagination. Alors on va inventer justement pendant le Second Empire, donc juste avant la Troisième République, aux environs 1865, on va inventer une autre catégorie. Jusqu'à maintenant, les catégories, c'était étrangers ou français. Bon, c'était clair, il y avait les étrangers, il y avait les français. Et là, on va se poser la question de ces troisièmes personnages, et là, on va inventer la catégorie des indigènes. Alors ça, c'est une invention juridique, pourrait-on dire, qui n'a rien à voir simplement avec la couleur de la peau. Qu'est-ce que c'est qu'un indigène? Eh bien, c'est une femme ou un homme dont on reconnaît que la nationalité est française. Mais qui ne vient pas d'ici. Qui ne vient pas d'ici et donc qui n'a pas les mêmes droits que les Français. C'est un Français, mais pas avec les mêmes droits. C'est quoi? C'est un Français qui n'est pas né en métropole? Oui, c'est un Français qui est né hors de la métropole. Dans ses colonies, quoique quelqu'un qui serait né
de famille blanche dans ces colonies est reconnu comme un Français à part entière. Donc ça complique extrêmement la situation. Et ce statut de l'indigène aura des conséquences, surtout au moment de la guerre de 14. Parce qu'on va voir arriver, pour les nécessités du combat, énormément de gens qui viennent des colonies, mais aussi pour remplacer ceux qui sont partis au combat dans les usines. Et là, il va y avoir la question de la cohabitation de ces indigènes avec les Français de souche métropolitains, comme on pouvait dire à l'époque. Et cette cohabitation avec les hommes de couleur ne se passera pas si mal au point de vue des populations, parce qu'on note pas des dizaines et des dizaines d'incidents. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette cohabitation se passera mal parce qu'on va inventer la brigade nord-africaine, qui va être une brigade inventée par la police à Paris et à Marseille, en 1925 en particulier à Paris. Cette brigade nord-africaine, elle va avoir pour objet de surveiller, justement, simplement, ceux qui sont les Nord-Africains. Donc on leur dédie une brigade de police spécifique en 1925. Ça veut dire, on le voit, quand on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination au faciès, eh bien, il faut savoir que ça remonte loin à une histoire d'un côté de l'esclavage pour la question de la peau et de l'autre côté de la colonisation. Il faut tenir compte de ça et comprendre comment, peut-être malgré nous, quelquefois, ressurgissent dans nos réactions particulières cette longue histoire qui remonte au moins au XVIIIe siècle, Maïtena. Et on n'a pas fini d'en parler, je crois. Merci beaucoup, Emmanuel. On passe aux affaires culturelles maintenant. Donc, qui sont en mode émission.